Je voudrais au départ enfoncer quelques portes ouvertes, faire quelques brefs rappels, mais pour vous allez voir quelques points qu'on a tendance à oublier. Donc sur les traitements intra-artériels, je ne vous ferai pas l'affront de revenir dessus, effectivement, mais effectivement sur tous les traitements artériels qu'on peut proposer. Juste une petite slide pour bien montrer quelque chose qu'on a tendance pour le coup à oublier, ce qui est la part de l'embolisation dans les différents traitements qu'on utilise. Effectivement, par voie, dans les traitements endo-artériels, on a plusieurs traitements envisageables. Alors, il y avait l'alcoolo-embolisation pour ceux qui s'en souviennent. Et puis maintenant, effectivement, il y a plutôt le champ des chimo-embolisations, les DC bits, où il faut bien comprendre que effectivement, on va avoir une part d'embolisation, mais qui se fait quand même sur les macro-vaisseaux, là où sur la radio-embolisation, nos microsphères vont aller beaucoup plus loin. Et en pratique, même si on parle de radio-embolisation, il n'y a pas de phénomène ischémique au niveau histologique. C'est-à-dire que l'effet thérapeutique de la radioembolisation, il n'est pas du tout sur le verso embolisation, mais vraiment lié au rayonnement. Donc ce qu'on a tendance à le plus utiliser, c'est des microsphères marquées avec de l'yttrium 90, avec un parcours dans la matière du β- qui est de 4 à 11 mm, ce qui fait qu'effectivement, ça va avoir tendance à avoir une zone de recouvrement avec les rayonnements qui permettent vraiment de faire l'effet thérapeutique. Ce qui, petite parenthèse, comme on en discutait tout à l'heure, explique que la plupart des traitements, effectivement, notamment angiogéniques, ont plus d'impact sur la radioembolisation probablement que sur la chimioembolisation, puisque ça va plus impacter les micro-vaisseaux plutôt que sur la chimioembolisation. Alors c'est vrai que, effectivement, on en parlait tout à l'heure, on voit bien les petites sphères qui s'embolisent au bout des capillaires, mais encore une fois, c'est pas ça qui explique complètement le phénomène thérapeutique. Et notre corollaire, effectivement, de cette embolisation des microsphères, c'est qu'il n'y a pas de redistribution post-injection, c'est-à-dire que tout ce qu'on injecte reste dans le foie, si on a tout injecté dans le foie, mais ce qui fait que la période biologique et la période physique sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on est capable, effectivement, de calculer précisément, en fonction du nombre de l'activité qu'on a injectée, combien de rayonnements vont être déposés au niveau du foie, et donc, en termes dosimétriques, on va être capable d'affiner ces données-là. Donc la radiothérapie interne sélective, parce que comme il n'y a pas vraiment d'embolisation dans l'effet thérapeutique, c'est plutôt le terme qu'on a tendance à utiliser maintenant. Elle a plusieurs étapes. Une première étape de sélection, première étape pré-thérapeutique qui est un peu le tir à blanc qui permet de simuler le traitement, et la partie thérapeutique précisément. Ce sera abordé dans une deuxième partie, donc je ne vais pas m'étendre dessus. En tout cas, c'est des choses qui étaient assez communes, mais qui étaient peu sujettes à des guidelines. Il y en a maintenant qui ont été publiés par les sociétés savantes de radiophysique. Je ne vais pas m'étendre dessus. Pour ce qui est des indications cliniques, alors là, il y a deux choses. Il y a ce qui se fait à l'échelle mondiale et à l'échelle européenne, et ce qui se fait en France, et surtout ce qui est remboursé en France. Et on a tendance un peu à tout mélanger. Du coup, vous allez voir que, en fait, il y a plein de choses à prendre en considération. Si on regarde aujourd'hui comment ont été validées les radioembolisations et notamment les microsphères, voici l'indication qui a été donnée sur les équivalents d'AMM européennes. C'est globalement tous les traitements non résécables. Donc vous voyez, c'est très large. On pourrait potentiellement injecter des microsphères chez tout le monde, quelle que soit la pathologie. Après, si on regarde vraiment dans le CHC, alors ça a souvent été utilisé à ce niveau-là, c'est-à-dire en alternative à la chimioembolisation, et pour essayer effectivement potentiellement d'essayer de downstager les patients, donc de réduire la masse tumorale pour les ramener vers la chirurgie, ou un peu pour temporiser chez des patients qui étaient multilobaires ou sur lesquels on avait un envahissement portal, un peu en attente avant le sorafenib, c'est-à-dire avant les traitements systémiques. Ça c'était en 2016, et puis 2019, la radioembolisation a complètement disparu. On est sorti des guidelines, ce qui explique aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'au final il y a eu peu d'études pendant un moment sur les nouvelles thérapies ciblées plus la radioembolisation, puisque plus personne ne faisait de radioembolisation, tout simplement parce que certaines études ont montré que malheureusement faire de la radioembolisation par rapport au sorafenib qui était le traitement de référence, on était plutôt à dire qu'il y avait peu d'évidence que c'était mieux, voire que c'était clairement pire que de faire du sorafenib. Pourquoi ? Parce que, petite zone d'ombre de la radioembolisation, effectivement, il y a eu quelques essais, alors on pourrait en parler pendant des heures, sur les choix qui avaient été faits à l'époque, mais
principale étude qui était Sarah, qui a comparé l'yttrium 90 associé au sorafenib versus sorafenib seul. Bon, pas forcément d'amélioration de la survie, comme vous pouvez voir, ni sur la survie globale. C'est pareil. Une autre étude, sirfenib, même résultat. Pas d'amélioration de l'EFS, pas d'amélioration de l'OS. En gros, ça ne servira à rien de faire de la radioembolisation. La seule chose que ça a amélioré, c'était effectivement la survie sans progression au niveau hépatique pur. Ce qui paraît assez logique. Quand vous faites de la radioembolisation, vous ne traitez que le foie. Et au final, les patients qui avaient été inclus, qui avaient de la maladie métastatique, si on a traité effectivement par radioembolisation, on n'a pas traité le reste. Ça n'a pas forcément amélioré les choses. Donc c'est une des raisons principales pour lesquelles il y a eu un échec, mais ce qui explique pourquoi effectivement la radioembolisation a un peu disparu à un moment pendant les guidelines. Néanmoins, tous ceux qui en faisaient dans les centres, les moustiques, désolé, tous ceux qui en faisaient dans les centres avaient plutôt l'impression que ça marchait vachement bien, que ça marchait même quasiment aussi bien que la chimio-embolisation. On en dit ce qu'on veut, mais que c'est beaucoup mieux toléré que la chimio-embolisation. Et que globalement, à survie équivalente, il vaut mieux faire la radioembolisation parce que c'est mieux toléré. Ça, c'est tout simple. Mais en tout cas, plutôt des bons résultats et qui ont été confortés dans un deuxième temps par les recommandations HS donc en France. Donc l'AMM en France, et c'est toujours celle qui existe aujourd'hui de la radioembolisation, c'est celle-ci. Traitement palliatif des carcinomes hépatocellulaires, stade BCLB ou BCLC, avec thrombose portable ou sans occlusion complète du tronc de porte. Bon, ça c'est la différence entre les deux, entre les billes de verre et les billes de résine. Mais globalement, ce qui est surtout important de noter, c'est non éligible ou en échec au sorafenib. Aujourd'hui, l'AMM et l'indication de remboursement, c'est celle-ci en France. Pardon ? Ils sont très en France. Je suis d'accord. Mais sauf que théoriquement, ça devrait être l'indication qu'on a aujourd'hui sur la radioembolisation. Après, il y a effectivement quelque chose qu'on a oublié entre-temps, c'est la dosimétrie. Comme je vous l'ai dit, la dosimétrie, c'est ce qui, au final, le rayonnement, c'est ce qui fait l'effet thérapeutique dans la radioembolisation. Donc, ce qu'on ne savait pas forcément, c'est que la radioembolisation, les premières études, c'est 1960-1970. On injectait de l'yttrium 90 un peu à l'aveugle, et ils avaient à peu près 60% de mortalité. Ça ne marchait pas très très bien. Pourquoi ? Parce qu'ils injectaient sans forcément vraiment se guider sur les artériaux. Et la plupart de leurs patients mouraient de reflux vers les artères gastriques. Et effectivement, ils mouraient d'ulcères radiques. Bon, voilà. On s'est dit qu'il y avait peut-être des choses à améliorer. Donc, il y a les phases de simulation dont on parlera Rachida après, qui ont été commencé à être explorées un petit peu dans les années 80-90. Et enfin, il y a les équipes effectivement de Rennes qui ont montré que attendez, il y a quelque chose qu'on a oublié. On a dit, effectivement, l'irradiation est obligatoire. C'est le principe. Enfin, la dosimétrie, au final, est obligatoire. Le principe actif, c'est vraiment l'irradiation. Et donc, il faut se baser là-dessus. Et c'est ça qui a relancé un petit peu la radioembolisation, puisque quand on reprend les données de Sarah, un peu a posteriori, et qu'on regarde ce qui a été fait en termes de dosimétrie, ceux qui avaient, ce que je vous ai mis ici sur les courbes de survie, une bonne distribution des microsphères dans la tumeur et sur lequel on arrivait à avoir suffisamment de doses à la tumeur, ce qui paraît logique. On ne dit pas à un radiothérapeute, écoute, essaie de faire ce que tu veux, c'est pas grave si tu tapes assez fort. Ben là, c'est le même principe. Quand on regardait ceux sur lesquels on avait vraiment atteint une dose tumoricide, et ben ça marchait. Et donc ça a été validé par une première étude de phase 2, voire phase 3, vu le nombre de patients qu'il y avait, qui était dosisphère, qui a montré que quand on faisait une dosimétrie personnalisée, effectivement, ça avait un réel impact. Et c'est ça qui relance aujourd'hui la radioembolisation et qui fait que, effectivement, certaines équipes sont même allées plus loin en se disant, si on tape suffisamment fort, on peut même complètement remplacer, en fait, certaines indications, notamment chirurgicales. Donc c'est l'étude Legacy qui a montré que si on tape suffisamment fort dans un segment, en fait, c'est comme si on faisait une segmentectomie radique. Alors, les chirurgiens détestent ce terme parce que segmentectomie, c'est chirurgical. Il n'empêche que c'est comme si on découpait un morceau et on a des résultats qui sont les mêmes que la chirurgie. Donc, la dosimétrie, effectivement, change tout et fait qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les essais qui ont été faits, Legacy, on avait des patients qui étaient un peu sur la gauche de l'arbre qu'on vous a présenté tout à l'heure. On avait aussi des patients qui étaient un peu par là. Dosisphère regroupe un peu tout ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, la radioembolisation, vous l'avez peut-être vu très rapidement tout à l'heure, mais en fait, elle est passée de tout à droite à tout à gauche, en se disant, au final, si on arrive à suffisamment taper assez fort dans un segment, on est quasiment
aussi bon que la chirurgie, et donc on pourrait potentiellement avoir un impact chez des patients qui sont au tout début de la maladie. Autre indication qui est ici, effectivement, on l'a vu tout à l'heure, chez ces patients-là, on avait quand même des bons résultats, surtout chez les patients qui sont potentiellement, sur lesquels on arrive à avoir une dosimétrie qui est acceptable. Là, ça nous sauve un petit peu la recommandation, la validation AMM et de remboursement qu'on a aujourd'hui. Je vous ai dit, c'est en échec ou non éligible au sorafénible. Aujourd'hui, le traitement de référence n'est plus le sorafénible, c'est la tezobéva, globalement. Donc, aucun patient aujourd'hui n'est éligible au sorafénible. Donc, aujourd'hui, on peut se faire rembourser les microsphères chez tous les patients. Donc, on a la possibilité aujourd'hui, c'est pas forcément... Voilà. C'est pas forcément dans les guidelines, mais en fait, aujourd'hui, on a la possibilité de valider un peu la radioembolisation où on veut dans ce spectre. Et là, effectivement, ça nous a ouvert un champ des possibles qui est assez énorme. Et c'est aujourd'hui comme ça qu'on voit, en tout cas nous, la radioembolisation, c'est de se dire, ok, quel est l'objectif chez chacun des patients? Est-ce qu'on est sur du curatif et est-ce qu'on est sur du palliatif? Et effectivement, qu'est-ce qu'on va essayer de faire à ce moment-là? Quand on est tout à gauche sur une tumeur qui est très localisée, tout petit volume à traiter, au final on pourrait, au même titre qu'un chirurgien qui enlève un bout de segment sans forcément sourciller, se dire qu'on va taper très très fort dans ce segment. C'est pas très grave si effectivement on irradie un petit peu à côté, puisque au final, si on balance une très grosse dose dans un tout petit segment, on sera suffisamment curatif. Plus on augmente le volume à traiter, plus on fera effectivement attention à la dose au foie non tumorale. Et à l'extrême, dans le cas d'un objectif palliatif, on mettra plutôt l'accent sur la dose au foie non tumorale pour être le moins invasif, entre guillemets, et la dose à la tumeur reste secondaire. Donc aujourd'hui, c'est comme ça effectivement que la radioembolisation est vue, et c'est comme ça aujourd'hui qu'elle apparaît dans la plupart des guidelines, en se disant, ok, segmentectomie radique, legacy, on tape très fort. Premier objectif, je vous l'ai dit, c'est d'abord la dose élevée à la tumeur, tout à droite, un peu ce qu'on faisait dans Sarah, dans les études ad hoc, et un peu ce qui a été fait dans Dosisphère. On essaie déjà de faire une faible dose au foie non tumoral, et puis si dans un deuxième temps on arrive à une forte dose aux lésions tumorales, c'est comme ça qu'on pratique. Donc ce sont les guidelines aujourd'hui, les guidelines officieuses, parce qu'officiellement, vous l'avez compris, on est un peu dans une zone un peu à la croisée des chemins, mais c'est en tout cas aujourd'hui comme ça que toutes les études sont faites, c'est comme ça que ROAD, qui est en cours, a été fait. C'était plus ou moins comme ça que Homebrave, qui s'est arrêté en chemin, a été construit, mais aujourd'hui, tout le monde fait ces guidelines à peu près comme ça. Il y a des recommandations qui ont été publiées par les deux gros industriels que sont Sirtex et Boston Scientific, donc les Cirsphere billes de résine, TerraSphere billes de verre, qui regroupent effectivement leurs recommandations de dosimétrie adaptées à ces différents objectifs. Et j'étais un peu rapide, et en tout cas aujourd'hui, c'est encore une fois comme ça qu'il faut le voir. J'ai mangé ce que je voulais dire, c'est pas grave. Ça va me revenir. Pardon. Et ce qui rejoint effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, dans ce contexte d'adaptation des guidelines, Boston est un petit peu plus actif que ne l'a été et que ne l'est toujours Cirsphere. Parce que vous le savez peut-être, mais Boston Scientific a un panel qui est un peu plus important de produits oncologiques, ce qui explique que potentiellement, on en parlait tout à l'heure, est-ce que les industriels sont les plus à même de se lancer dans de nouveaux projets? Là-dessus, Boston Scientific est en tout cas beaucoup plus ouvert, parce qu'ils savent qu'effectivement, s'ils veulent garder le monopole, parce que pour l'instant c'est vrai que c'est eux qui ont la plus grosse part du gâteau, il faut continuer effectivement à proposer ce type d'études. Ce qui n'est pas trop le cas sur Sirtex, même s'ils se bougent un petit peu plus. J'en profite pour remercier tous ceux qui travaillent sur la radioembolisation sur le CHU de Nantes. Et si vous avez des questions, je suis dans les temps.